Bonjour et bienvenue sur la web radio des Incorruptibles. Aujourd'hui, dans cette nouvelle enquête, le thème sera le voyage à Londres tenu par les étudiants du DUT. Au programme de cette émission, une revue de presse, une interview et le tant attendu jeu d'actualité présenté par Marie-Charlotte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du 16 novembre 2017. Communication. La plateforme Airbnb a annoncé mardi qu'elle allait limiter à 120 jours par an ses locations de meublés touristiques dans le centre de Paris. Une annonce qui a fait bondir la ville de Paris, rappelant que la loi prévoit cette règle dans toute la capitale. Cette nouvelle mesure sera mise en œuvre à partir de janvier 2018 dans les 4 premiers arrondissements de Paris qui ont fait face à une pression touristique et commerciale ainsi qu'à une pénurie de logements particulièrement forte depuis plusieurs décennies, bien avant l'arrivée d'Airbnb à Paris. C'est hallucinant, a réagi Yann Brossa, adjoint PCF au logement de la mairie PS de Paris, Anne Hidalgo. Cela veut dire en creux que Airbnb n'appliquera pas la loi sur les 16 autres arrondissements, a-t-il dit à l'AFP. La loi pour une république numérique adoptée en octobre 2016 impose aux plateformes de veiller à ce que le logement proposé ne soit pas loué plus de 120 jours par an, a rappelé l'élu. La ville de Paris, qui comme toutes les grandes villes touristiques, cherche à réguler ce type de location, a mis en place un numéro d'enregistrement obligatoire à partir du 1er décembre pour toute personne désirant louer son appartement sur une plateforme numérique. Quelques 100 000 annonces sont proposées à Paris, toutes plateformes confondues. Paris est pour Airbnb l'un des premiers marchés du monde avec 65 000 logements revendiqués. Commerce. En Chine, l'e-commerce mise son avenir sur les produits étrangers. Lait néo-zélandais, cosmétiques français, bœuf américain. Les ventes de produits étrangers explosent sur les sites d'e-commerce chinois qui rivalisent avec le géant Alibaba pour répondre à la demande d'une classe moyenne en plein essor. Dans une Chine traumatisée par les scandales alimentaires dont celui du lait frelaté à la mélamine, les produits locaux inquiètent toujours et les ventes en ligne de lait infantile importé néo-zélandais, allemand ou français s'envolent. Pour se distinguer, JD.com mise sur les produits frais dont il a écoulé 20 000 tonnes samedi, assurant avoir vu s'envoler ses ventes de kiwis néo-zélandais, saumon chilien, crevettes géantes thaïlandaises et steaks australiens. Le groupe s'est engagé la semaine dernière à acheter sur 3 ans 2 milliards de dollars d'articles aux États-Unis, dont du bœuf du Montana. Les plateformes permettent aux commerçants étrangers de prendre pied en Chine sans y installer de magasins et sans gros investissements, décrypte le cabinet PricewaterhouseCoopers. Via des entrepôts à l'étranger et en Chine dans des zones de libre-échange, elles accélèrent les procédures douanières et livraison et font l'interface pour les paiements. Management. Diriger est considéré comme un art, et l'on cherche toujours à comprendre d'où vient cette capacité de certains à mobiliser ceux qui les suivent, alors que d'autres vont sembler manquer de cet ingrédient que l'on pourrait appeler l'autorité. Parlons alors de ces 9 compétences qu'il faut détenir pour être un bon manager. Premièrement, développer une vision. Cela consiste à garder le cap, la vision étant une certaine idée de l'avenir vers lequel il convient de tendre. Mais cela peut être aussi une direction plus abstraite qui se dit alors par des mots comme richesse, liberté, honneur ou gloire. Deuxièmement, faire preuve de jugement. C'est cette capacité à analyser et à juger d'une situation avant de décider des actions à prendre. Cela nécessite de prendre le temps de la réflexion et de savoir écouter l'avis des autres. Troisièmement, décider. S'il convient de ne pas être impulsif, il faut néanmoins finir par décider. Les croyances antiques amenaient les dirigeants à consulter les dieux et les oracles pour aider à la décision. Quatrièmement, organiser et contrôler l'exécution des tâches. Une fois les décisions prises, reste à s'assurer qu'elles sont bien appliquées. C'est là que les décisions se traduisent en objectifs concrets et clairs pour tous et les rôles et responsabilités distribués. Cinquièmement, inspirer confiance. On parle là du charisme des dirigeants, cette qualité qui donne envie de les suivre et de les surpasser pour aller jusqu'au bout. Sixièmement, persuader. L'art de la parole et l'éloquence sont au cœur de la culture antique. Le but est de convaincre et d'enflammer l'auditoire. Pour cela, il n'est pas nécessaire de faire de longs discours. Une formule courte peut aussi marquer les esprits. Septièmement, donner l'exemple. Pour motiver les troupes, il faut donner de sa personne et c'est ce qui fait l'éloge des grands chefs de l'Antiquité. Huitièmement, favoriser la collaboration. Il s'agit ici de veiller à ce que les collaborateurs travaillent le plus en harmonie possible. Et oui, les méthodes collaboratives, c'était déjà un sujet dans l'Antiquité. Et neuvièmement, gérer les conflits. Pour apaiser les querelles dans les équipes, il s'agit de trouver l'équilibre entre la fermeté et le souci de se montrer compréhensif. Et puisqu'il s'agit du sujet d'aujourd'hui, parlons de Londres. La mairie de Londres et la métropole européenne de Lille seront liées malgré le Brexit. Elles annoncent mercredi dans un communiqué commun la signature d'un partenariat commercial.
Lille s'insère dans le programme Business Welcome lancé entre Londres et Paris en mars. Lille et Londres ont signé mercredi à Lille un accord visant à renforcer les liens commerciaux entre les deux villes après le Brexit, ont annoncé la mairie de Londres et la métropole européenne de Lille dans un communiqué commun. Et voilà, en ce qui concerne la revue de presse, je redonne la parole à Martin. Merci Marie-Charlotte pour cette revue de presse. Et en parlant de Londres, il y a eu un voyage organisé la semaine dernière entre le mercredi 8 et le jeudi 9, organisé par les MTL et par Madame Bouteiller. Donc Antoine, si on pouvait avoir des réactions sur le voyage, ce que tu as fait, tes activités, etc. Déjà, je suis très content du voyage parce que c'était 30€, donc c'est vraiment pas cher pour ce qu'on a fait. Donc le premier jour, nous sommes arrivés, nous avons été à Piccadilly, donc c'est une place et des boutiques à côté. Et nous avons visité la ville donc en marchant. Et le second jour, nous avons visité 2 musées, dont un de la science, donc tout ce qui a été radio, communication de l'ancien temps en fait. Et un musée sur l'histoire naturelle, donc tout ce qui a été les dinosaures, les animaux, tout ça. Ok, merci. Et toi Marie-Charlotte, qu'est-ce que tu avais fait toi pendant cette journée ? On a fait un peu la même chose. La première journée, on a fait Buckingham Palace. On s'est baladé dans la ville, on a fait un petit peu les magasins, on a découvert la ville. Ensuite, il faut mentionner aussi qu'on a marché pas mal durant les 2 jours. C'est vrai. On a été voir Piccadilly Circus, donc là on était en quartier libre, on a pu découvrir ce qu'il y avait un peu autour. Ensuite, le soir, pareil, on était en quartier libre, on est retourné à l'auberge de jeunesse et on a pu manger où on voulait, on a pu aller découvrir des pubs, des bars, etc. Et le lendemain, on a fait le musée de la science. Là, on était un peu encadré. On a été voir l'exposition sur la communication, donc avec les moyens de communication des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, on était en quartier libre, donc là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y en a qui se sont rendus à la BBC, il y en a qui se sont rendus à Oxford Street, où il y a tous les célèbres magasins de Londres. Et nous, on a choisi d'aller au musée d'histoire naturelle de Londres parce que ça nous intéressait. Et c'était vachement bien. Et après, on s'est retrouvés vers 16h, 16h30 à Londres pour reprendre le bus et reprendre le tunnel sous la Manche ensuite. Ok, d'accord. Et nous sommes en duplex avec Antoine et Laurie. Laurie, une étudiante qui a participé justement à ce voyage. Alors Laurie, pouvons-nous avoir tes impressions ? Bonjour Laurie. Bonjour Antoine. Tu peux me parler de ce que tu as fait là-bas ? Quel est ton ressenti sur la ville ? Alors on est parti 2 jours à Londres, donc mercredi et jeudi. Donc déjà je suis arrivée à Londres après beaucoup de péripéties parce que j'avais oublié ma carte d'identité à la maison. Du coup j'ai dû retourner à la maison et j'ai rejoint le car directement sur Calais. À peu de choses près, j'y allais pas. Et sinon sur le ressenti de Londres, ça s'est super bien passé. On est arrivé le premier jour, on a été dans des grands magasins de luxe à Harrods. Après on a été admiré Piccadilly. De là on a eu un quartier libre, donc on a fait pas mal de boutiques. C'était sympa. Ensuite on a marché jusqu'à l'hôtel. Bon là c'était un peu long mais ça a été un peu de marche. Mais ça fait du bien aux jambes. C'est sûr, hein. On a fait aussi des kilomètres nous. Ouais. Et après donc on est allé à l'auberge de jeunesse. Donc on était 6 par chambre, donc j'étais avec mes copines, donc c'est super bien passé. On a beaucoup ri. Le soir on est allé dans un restaurant typique près du coin. Et du coup on a mangé local, fish and chips, tout ça. C'était bon alors. Ouais, super bon. On est rentré parce qu'après une dure journée, on était fatigués forcément. Le lendemain matin, on s'est réveillé pour partir parce qu'on devait partir à 9h30, heure locale. Du coup, on est parti, on a été au musée des sciences parce qu'on a pu voir l'exposition sur l'évolution de la communication depuis la BBC jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était super intéressant de voir les différents modes de communication et les différentes techniques. Ensuite, pour ma part, après on a eu quartier libre. Donc moi je suis allée avec mes amis, nous sommes allés avec à pied au musée des histoires naturelles. Voilà. Donc là on a pu voir plein de choses quoi. Enfin, on a assisté à un faux tremblement de terre et tout. C'était intéressant du coup. Ouais, c'était super intéressant vraiment. De là on est allé jusqu'à Oxford Street. On a fait les magasins là-bas et tout. Enfin c'était bien parce qu'il y avait déjà des décorations de Noël en fait. Donc c'était super beau à voir. Les gens étaient super accueillants, enfin, même pour quand on a été manger et tout, ils ont essayé de comprendre et tout, donc c'était sympa. Et de là, on a rejoint le groupe pour retourner dans le bus. Et ensuite, on est rentré et... merci bien Laurie. Merci à toi. Et merci Gako. Merci Laurie pour cette petite interview. Donc tout de suite, nous allons passer au jeu d'actualité présenté par Marie-Charlotte.
une princesse, sa grand-mère est une reine, il a les cheveux roux et il est capitaine de l'armée britannique. De qui s'agit-il ? Le fils de la... Ça me dit quelque chose. Le petit-fils de la reine, là... Mhm. Si... Oh, je sais plus son nom. Le prince... Le prince Charles. Non, pas Non, Charles, ça non. c'est son Non, père. absolument pas. Oh, je sais plus son prénom. Ah, Harry. À la région, on me dit Harry. ouais, c'est ça. Alors, en effet, c'est lors du célèbre Remembrance Sunday que le prince Harry s'est fait remarquer. Cet événement consacré aux soldats tombés durant les 2 guerres mondiales s'est déroulé ce dimanche à 11h pétantes. Comme la tradition le veut, l'héritier du trône, la reine, les princes et princesses étaient entourés des Windsor devant le cénotaphe de Whitehall à Londres. Autour du prince Charles, ses fils William et Harry étaient joliment apprêtés en tenue militaire, mais le cadet a commis une boulette, comme on dit, qui n'est pas passée inaperçue. Pire, elle a déclenché l'aberration de certains représentants du corps armé britannique. En effet, il est apparu avec une barbe de plusieurs jours, ce qui marque pour certains un cruel manque de respect. Un militaire de carrière a notamment tonné dans les colonnes du Daily Mail « Le prince Harry nous a fait honte, les barbes n'ont pas leur place dans la cavalerie de la reine. Il aurait dû la raser pour un jour aussi important ». La règle est d'or, aucune trace de pilosité faciale n'est en théorie tolérée chez les soldats britanniques. Alors l'erreur d'un si haut dignitaire de l'île est forcément jugée inqualifiable. Voilà. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Donc nous arrivons à la fin de cette émission des Incorruptibles. Je remercie toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.